À Ouagadougou en guerre, 1000 bus surgissent sans dette extérieure. Financés par l'or et le coton, ils promettent mobilité, emploi et souveraineté visible, tout en plaçant la stabilité budgétaire face aux fluctuations mondiales et à une discipline de transparence rarement observée. Que signifie ce pari pour les citoyens, pour les entreprises et pour l'État, alors que Ibrahim Traoré engage le pays dans un modèle sans créancier extérieur, un test national à ciel ouvert, capable de redéfinir la mobilité urbaine et les marges de manœuvre politique dans un contexte de conflit prolongé. La promesse du programme est claire, démontrer qu'un pays fragilisé peut financer une infrastructure lourde sans recourir à l'endettement extérieur. En misant exclusivement sur ses ressources internes, le Burkina Faso cherche à élargir son autonomie économique et politique, tout en offrant un service immédiatement utile à la population. Le bénéfice central tient en une idée: reprendre le contrôle des leviers nationaux sans dépendance financière externe. Mais cette ambition s'accompagne d'enjeux élevés. La volatilité de l'or et du coton expose les finances publiques à des chocs imprévisibles. La gestion quotidienne d'une flotte massive exige une rigueur opérationnelle constante. Dans ce contexte tendu, le projet soutenu par Ibrahim Traoré devient plus qu'un investissement. Il constitue un pari stratégique dont l'issue influencera durablement la crédibilité de l'État et la confiance des citoyens. Plus de 4 millions de dollars ont été réaffectés en quelques mois, sans qu'aucune ligne de dette extérieure n'apparaisse. Cette somme, issue exclusivement de l'or et du coton, a suffi à mettre en circulation une flotte de 1000 bus, un volume inédit pour une capitale soumise à une pression sécuritaire constante. Ce chiffre agit comme une rupture. Il montre qu'un État peut concentrer des revenus internes dispersés et les transformer en infrastructures visibles, immédiatement opérationnelles. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la question initiale cesse d'être théorique et devient mesurable. Pour comprendre ce basculement, il faut revenir au point de départ. Avant le lancement du programme, Ouagadougou vivait une paralysie quotidienne. Les bus vieillissants étaient rares, irréguliers, souvent immobilisés par des pannes répétées. Les trajets vers les hôpitaux, les écoles et les marchés prenaient des heures, aggravant les inégalités entre le centre et les périphéries. Dans un pays confronté à une guerre interne persistante, cette immobilité urbaine renforçait le sentiment d'étouffement économique et social. La décision de financer 1000 bus sans créanciers extérieurs intervient alors comme une inversion complète de logique. L'or, longtemps exploité sans bénéfice structurel durable, devient un levier direct de politique publique. Le coton, pilier historique mais sous-valorisé, est réintégré dans une stratégie nationale assumée. Chaque allocation est publiée, chaque transaction auditée, chaque étape rendue visible, rompant avec des pratiques opaques profondément ancrées. Cette transparence immédiate constitue le second choc. Elle transforme un simple projet de transport en test de gouvernance. En exposant publiquement les flux financiers, le modèle défendu par Ibrahim Traoré s'expose autant qu'il s'affirme. C'est précisément cette exposition qui explique l'attention régionale portée à l'expérience. Un pays en crise accepte de mesurer ses choix en temps réel. Ainsi, le contexte n'est pas celui d'une modernisation ordinaire. Il s'agit d'un laboratoire grandeur nature où la mobilité urbaine devient l'indicateur d'une réorientation économique plus large et où chaque bus en circulation interroge la capacité d'un État à se financer par lui-même dans l'adversité. Pour saisir la portée concrète du programme, il faut quitter la vue d'ensemble et suivre ceux qui en deviennent les premiers relais. Dans un atelier réaménagé de Ouagadougou, une trentaine de jeunes techniciens s'initient à l'assemblage de modules électroniques destinés aux nouveaux bus. L'espace était autrefois presque à l'arrêt. Aujourd'hui, il fonctionne selon des cycles précis, avec des contrôles réguliers
et des objectifs quotidiens clairs. Pour ces jeunes, longtemps cantonnés à des emplois précaires, la formation marque un basculement professionnel tangible. L'un d'eux explique avoir attendu des années avant de pouvoir exercer un métier correspondant à ses compétences. Désormais, chaque module assemblé devient une preuve immédiate d'utilité. Le travail n'est plus abstrait. Il s'inscrit dans une chaîne visible, reliée directement aux rues de la capitale. Cette continuité entre ateliers et circulation urbaine donne au projet une dimension humaine souvent absente des grandes politiques publiques. Un second repère apparaît à la périphérie de la ville. Dans un quartier longtemps enclavé, rejoindre le centre prenait plus d'une heure à bord de véhicules vétustes. Depuis l'arrivée des nouveaux bus, le trajet est réduit de moitié. Les élèves arrivent plus régulièrement à l'école. Les travailleurs commencent leur journée sans retard chronique. Les commerces enregistrent une fréquentation plus stable, sans pic erratique. Ces effets précoces ne relèvent pas de l'exception. Ils forment le premier anneau d'une chaîne plus large, où la mobilité agit comme déclencheur. Sous l'orientation politique assumée par Ibrahim Traoré, l'infrastructure cesse d'être un simple équipement. Elle devient un médiateur entre compétences locales, temps quotidien et confiance collective. En quelques mots, une mobilité fiable transforme immédiatement le travail, l'éducation et la vie urbaine. Avant le lancement du programme, la mobilité urbaine à Ouagadougou suivait une trajectoire descendante. Les minibus vieillissants dominaient le réseau. Les pannes étaient fréquentes. Les horaires inexistants. Les habitants adaptaient leur journée à l'incertitude permanente des trajets. Cette situation, déjà fragile, s'aggravait sous l'effet de la guerre interne et des tensions économiques. Le transport public ne structurait plus la ville. Il la ralentissait. Puis vient la décision de rupture. Le financement de 1000 bus, exclusivement adossés aux revenus de l'or et du coton, enclenche une dynamique inhabituelle. L'État ne sollicite aucun créancier extérieur. Les fonds sont réaffectés en interne, concentrés sur un objectif unique, clairement identifiable. Cette phase d'activation repose sur une logique simple: transformer des ressources dispersées en une infrastructure visible et immédiatement utile. Sous l'autorité politique d'Ibrahim Traoré, le projet était présenté comme une priorité nationale, non comme un programme expérimental marginal. La montée en puissance commence dans les dépôts techniques. Les ateliers sont réorganisés, les espaces sont segmentés, les équipes sont divisées en unités spécialisées. Les premières pièces arrivent, les outils sont calibrés. Les journées s'enchaînent à un rythme soutenu, ponctué de tests répétés pour répondre aux normes de sécurité. La tension est palpable. Jamais la ville n'a tenté une production et un déploiement à une telle échelle dans un laps de temps aussi court. Rapidement, les premiers bus sortent des ateliers. Ils s'alignent sur les parkings municipaux. En parallèle, les conducteurs sont formés, parfois en groupe de 50, parfois en session réduite selon les besoins. Les itinéraires sont testés de nuit, puis aux heures de pointe. Les retours du terrain imposent des ajustements constants. Certains arrêts sont déplacés. Des horaires sont modifiés. Les lignes sont optimisées. Chaque journée génère des données qui corrigent la suivante. La phase de déploiement massif marque le point culminant. Lorsque les 1000 bus entrent simultanément en circulation, la ville change de rythme. Les flux de passagers se répartissent mieux. Les trajets deviennent prévisibles. Les pannes diminuent grâce à une maintenance continue. Les habitants découvrent des arrêts organisés, des véhicules propres, des parcours lisibles. Le contraste avec la situation antérieure est immédiat et perceptible à l'échelle de toute la capitale. Les effets secondaires apparaissent sans délai. Les ateliers de peinture augmentent leur activité. Les garages recrutent. Les stations-service adaptent leur capacité. Les commerces situés le long des nouvelles lignes voient leur fréquentation se stabiliser. Ce qui n'était qu'un projet de transport devient un moteur économique transversal, capable d'activer des secteurs qui semblaient périphériques. Mais cette accélération crée aussi des ondes de tension. La pression sur les finances publiques augmente. Les coûts d'entretien doivent être surveillés de près.
Les fluctuations des prix de l'or et du coton compliquent les prévisions budgétaires. En interne, certains redoutent qu'un incident majeur puisse fragiliser la confiance nouvellement acquise. En externe, les critiques s'intensifient, évoquant un modèle trop exposé aux chocs mondiaux. Dans cette phase de haute intensité, chaque décision pèse lourd. Le projet avance par corrections successives, non par certitude. C'est précisément cette gestion sous contrainte qui définit la nature du pari porté par Ibrahim Traoré. Transformer une séquence de crise en trajectoire structurante, sans filet financier extérieur. Avant le programme, les revenus issus de l'or et du coton étaient fragmentés, absorbés par des dépenses courantes, sans traduction visible en infrastructure. Après la réaffectation, plus de 4 millions de dollars ont été concentrés sur une flotte unique, sans dette extérieure, et transformés en 1000 bus opérationnels. Ce passage d'un usage dispersé à une allocation ciblée constitue la première bascule mesurable. Il ne s'agit pas d'un simple montant, mais d'un changement de fonction budgétaire. Des ressources internes deviennent un actif public tangible. Le premier indicateur est donc financier. Les audits publics montrent que ces 80 millions de dollars proviennent exclusivement de l'or et du coton, réinvestis en quelques mois. Avant, ces revenus servaient à colmater des besoins immédiats. Désormais, ils financent un système durable. Autrement dit, la concentration budgétaire transforme des flux volatiles en infrastructures stables et visibles. Cette discipline marque une rupture avec les cycles antérieurs d'endettement conditionné. Le second indicateur est d'échelle. 1000 bus mis en circulation constituent un saut quantitatif inédit pour Ouagadougou. Avant le projet, le réseau reposait sur une mosaïque de minibus vieillissants, incapables d'assurer une régularité minimale. Après, une flotte dense permet la synchronisation des lignes et la lisibilité des horaires. Autrement dit, le volume critique impose une stabilité que le réseau fragmenté ne pouvait produire. Cette densité crée un effet systémique où chaque véhicule renforce la fiabilité de l'ensemble. Le troisième indicateur concerne l'emploi. Environ 10 000 postes directs et indirects sont associés au programme, des ateliers d'assemblage au service de maintenance, en passant par la logistique et les commerces adjacents. Avant, l'emploi technique était rare et instable. Après, une main-d'œuvre qualifiée commence à se structurer. En quelques mots, la montée en compétences locales ancre l'investissement dans l'économie urbaine. Ce chiffre ne décrit pas seulement des salaires, mais l'émergence d'un tissu industriel embryonnaire. Pris ensemble, ces trois repères chiffrés dessinent une ossature cohérente. L'argent internalisé finance l'échelle. L'échelle stabilise l'usage, et l'usage génère de l'emploi. Cette chaîne causale explique pourquoi le projet dépasse la seule question du transport. Deville devient un instrument de réorganisation économique, mesurable et suivi en temps réel. La transparence des données, publiées dès les premières semaines, renforce la crédibilité de l'ensemble et limite les dérives potentielles. Cependant, la lecture des chiffres exige prudence. La dépendance aux matières premières expose le modèle aux fluctuations mondiales. Une baisse prolongée des cours pourrait réduire la capacité d'entretien de la flotte. De même, l'emploi créé suppose une formation continue pour éviter l'érosion des compétences. Les indicateurs actuels montrent une dynamique positive, mais ils décrivent un équilibre sous tension plutôt qu'une garantie. C'est ici que la dimension politique rejoint l'analyse quantitative. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, le choix assumé est de rendre ces chiffres publics et discutables. En exposant les données, le modèle accepte l'épreuve de la réalité. Les nombres deviennent des instruments de gouvernance, non des slogans. Ils permettent d'ajuster, de corriger et de débattre. Ainsi, l'épreuve quantitative ne valide pas une certitude, mais une trajectoire. Elle montre qu'un pays en crise peut mobiliser ses ressources internes pour produire un effet mesurable à grande échelle, à condition d'accepter la discipline et l'exposition permanente. La question ouverte demeure. Cette architecture chiffrée
Résistera-t-elle au prochain choc externe? Deux critiques structurent l'essentiel des réserves adressées au modèle burkinabé. La première porte sur la fragilité financière. Selon ses détracteurs, fonder une infrastructure majeure, presque exclusivement sur l'or, et le coton expose le pays à une volatilité excessive. Une baisse brutale des cours pourrait réduire les capacités d'entretien, retarder les réparations et provoquer un effet domino sur les finances publiques. Dans un contexte de conflit interne, cette vulnérabilité serait amplifiée, car les marges d'ajustement sont plus étroites que dans une économie stabilisée. La seconde critique concerne la capacité opérationnelle. Gérer 1000 bus modernes suppose une logistique lourde et continue. Il faut des pièces disponibles, des mécaniciens qualifiés, des procédures de maintenance fiables et une coordination fine des équipes. Avant le projet, ces conditions n'étaient pas réunies. Les infrastructures techniques étaient limitées, l'expérience locale restreinte et les chaînes de maintenance fragmentées. Pour certains observateurs, une montée en puissance aussi rapide risquait donc d'atteindre un seuil d'épuisement structurel, où la complexité dépasserait les capacités réelles du système. Ces arguments ne sont pas infondés. Ils identifient les points de tension réels du programme. Toutefois, les données disponibles invitent à une lecture plus nuancée. Sur le plan financier, la réponse centrale réside dans la transparence. Chaque allocation est auditée, chaque transaction publiée, chaque réaffectation documentée. Cette discipline réduit les pertes, limite les dérives et permet d'ajuster les dépenses en fonction des revenus effectifs, plutôt que de projections optimistes. La volatilité n'est pas niée, elle est intégrée comme variable de gestion. Sur le plan opérationnel, le terrain offre un contre-exemple progressif. Les ateliers ont été réaménagés. Les équipes locales ont été formées en continu. Les chaînes d'assemblage et de maintenance fonctionnent désormais selon des procédures standardisées. L'apprentissage est cumulatif. Chaque incident améliore le suivant. Le système ne repose pas sur une capacité initiale parfaite, mais sur une courbe d'apprentissage active et mesurable. Ainsi, les critiques ne disqualifient pas l'ambition portée par Ibrahim Traoré. Elles en dessinent plutôt les conditions de réussite. Le modèle apparaît exigeant, exposé et sans filet, mais pas irréaliste. Il avance non par certitude, mais par ajustement successif, en acceptant que la solidité se construise sous contrainte plutôt que par anticipation théorique. Tout repose sur la discipline collective. Ce point de bascule change la lecture du projet. Jusqu'ici, l'attention se concentrait sur les bus, les chiffres et les effets visibles. À mi-parcours, l'enjeu réel apparaît ailleurs, dans la capacité d'un système public à fonctionner sans béquille extérieure, jour après jour. Le programme n'est plus seulement un test de financement. Il devient une épreuve d'endurance institutionnelle. La révélation centrale tient dans ce déplacement. La réussite ne dépend pas uniquement du niveau des ressources mobilisées, mais de la constance avec laquelle elles sont gérées. Chaque retard évité, chaque panne réparée à temps, chaque ligne maintenue malgré les contraintes confirme que la stabilité n'est pas accidentelle, elle est produite. Cette logique transforme la perception du risque. L'incertitude mondiale demeure, mais sa traduction locale devient maîtrisable. Dans ce cadre, le rôle politique d'Ibrahim Traoré s'éclaire différemment. Il ne s'agit plus seulement d'un choix audacieux, mais d'un engagement à maintenir une rigueur prolongée sous pression. Le modèle accepte d'être jugé non sur une annonce initiale, mais sur la répétition quotidienne de décisions cohérentes. La souveraineté cesse d'être déclarative, elle devient procédurale. Ce milieu de trajectoire révèle aussi une limite implicite. Plus le système fonctionne, plus les attentes augmentent. La population s'habitue à la fiabilité. Les marges d'erreur se réduisent. Ce succès partiel crée sa propre contrainte. Reculer devient politiquement et socialement coûteux. Ainsi, le projet franchit un seuil invisible. Il n'est plus réversible sans conséquences majeures. La question n'est plus de savoir s'il peut fonctionner, mais combien de temps il peut tenir à ce niveau d'exigence, sans rupture ni relâchement. À l'échelle nationale, les effets du programme deviennent lisibles dans le fonctionnement quotidien du pays.
La réduction d'environ 30% des temps de trajet modifie la productivité collective. Les travailleurs arrivent plus tôt, les élèves sont plus réguliers, les services publics gagnent en ponctualité. Cette amélioration n'est pas abstraite. Elle se mesure dans la continuité des horaires et dans la diminution des absences liées aux déplacements imprévisibles. Dans un contexte de tension sécuritaire, cette régularité crée un socle de normalité indispensable. Pour les entreprises et l'économie locale, l'impact se traduit par une densification du tissu productif. Les ateliers de maintenance, les garages, les stations logistiques et les commerces situés le long des lignes bénéficient d'une activité plus stable. Plus de 10 000 emplois directs et indirects soutiennent cette dynamique. Chaque salaire réinjecté alimente l'économie de quartier. Chaque équipe formée renforce une capacité technique locale. La fiabilité du transport réduit les retards, fluidifie les livraisons et sécurise les horaires de travail. Les entreprises cessent de compenser l'incertitude par des marges coûteuses. Du côté des citoyens, l'effet est plus intime, mais tout aussi structurant. La stabilité des trajets transforme l'organisation du temps. Les familles planifient mieux leur journée. Les travailleurs échappent au retard chronique. Les élèves accèdent plus facilement aux écoles. Dans les quartiers périphériques longtemps isolés, les bus deviennent une ligne de continuité sociale. La mobilité fiable réduit le stress quotidien, améliore le sentiment de sécurité et renforce la cohésion locale. Pour beaucoup, il s'agit de la première manifestation tangible d'un État qui tient un engagement visible. Les zones périphériques et le territoire élargi constituent le 4e niveau d'impact. La reconnexion progressive des quartiers éloignés facilite l'accès au marché, aux centres de soins et aux services administratifs. Les flux de marchandises s'intensifient, les déplacements deviennent plus prévisibles. Cette intégration territoriale corrige une fragmentation ancienne, où la vétusté du transport freinait toute dynamique régionale. La ville et sa périphérie commencent à fonctionner comme un ensemble continu. Ces 4 sphères révèlent une même logique. La mobilité agit comme multiplicateur. Elle active l'emploi, stabilise l'économie locale, améliore la vie sociale et renforce l'intégration territoriale. Ce mécanisme explique pourquoi le projet dépasse largement le cadre du transport. Sous l'orientation politique d'Ibrahim Traoré, il s'inscrit comme un levier de réorganisation structurelle où chaque bus en circulation produit un effet au-delà de sa fonction immédiate. Cependant, ces conséquences positives s'accompagnent d'une exigence accrue. Plus les bénéfices deviennent visibles, plus les attentes montent. La tolérance à l'erreur diminue. La moindre défaillance est immédiatement perçue comme un recul. Le succès partiel crée donc une obligation de continuité. Il enferme le modèle dans une trajectoire où la discipline doit rester constante. Ainsi, les effets concrets ne se limitent pas à des gains mesurables. Ils redéfinissent le contrat implicite entre l'État et la société. La question initiale trouve ici une réponse provisoire. Un système autonome peut transformer un pays, à condition d'assumer la durée et la rigueur que ce changement impose. D'abord, un scénario de continuité. Si les prix de l'or et du coton restent dans une fourchette stable, le système conserve son équilibre actuel. La totalité de la flotte demeure opérationnelle. Les recettes issues des billets couvrent une partie des coûts courants. La discipline budgétaire limite les dérives et permet d'absorber les incidents ordinaires. Dans cette trajectoire, le réseau ne s'étend pas rapidement, mais il consolide la fiabilité acquise. Les quartiers périphériques continuent de bénéficier d'une mobilité prévisible, et la normalité quotidienne s'installe sans heurts majeurs. Ensuite, un scénario d'expansion maîtrisé. Si la stabilité politique se maintient et que les revenus internes augmentent légèrement, alors une extension progressive devient envisageable. De nouvelles lignes pourraient relier des zones urbaines secondaires. Des ateliers techniques supplémentaires émergeraient. L'industrie locale de maintenance se renforcerait. Ce mouvement créerait une nouvelle vague d'emplois et amplifierait l'intégration territoriale. Le projet passerait alors du statut d'expérience nationale à celui de référence régionale, illustrant qu'un développement fondé sur des ressources
interne peut franchir une étape supplémentaire sans recourir à l'endettement extérieur. Enfin, un scénario de tension. Si les cours des matières premières chutent brutalement ou si le contexte sécuritaire se détériore, le système entre dans une zone de turbulence. Les coûts de maintenance augmentent fréquemment plus vite que les revenus. Certaines lignes pourraient être suspendues temporairement. Les délais de réparation s'allongent. Dans cette trajectoire, les critiques gagnent en visibilité, arguant que le modèle reste trop exposé aux chocs mondiaux. La confiance des usagers est alors mise à l'épreuve, surtout dans les zones qui ont le plus bénéficié des améliorations récentes. Ces trois scénarios ne décrivent pas des certitudes, mais des plages de possibilités. Leur point commun est la dépendance à la rigueur de gestion. Chaque progrès doit être évalué non comme un acquis définitif, mais comme une étape conditionnelle. La question clé n'est pas la vitesse d'expansion, mais la capacité à maintenir la qualité sous contrainte. La recommandation centrale tient ce que ceci dans une posture analytique. Observez les indicateurs, ajustez sans précipitation. Refusez l'euphorie comme le découragement. Dans un environnement instable, la résilience se construit par des choix graduels, plutôt que par des paris irréversibles. Ainsi, l'horizon à un an ne trace pas une ligne droite. Il dessine un éventail de trajectoires où chaque décision quotidienne infléchit la suivante. Le modèle reste ouvert, exposé et perfectible. Sa crédibilité dépendra moins d'une annonce future que de la constance avec laquelle il saura traverser ces trois chemins possibles. Pour les travailleurs et les familles, l'impact se joue d'abord dans l'organisation du temps. La fiabilité des trajets réduit l'incertitude quotidienne. Les horaires deviennent planifiables. Les retards cessent d'être structurels. Cette stabilité libère une énergie invisible. Moins de stress, moins de journées désarticulées, davantage de continuité entre domicile, travail et services publics. Une amélioration simple consiste à observer comment une routine régulière permet d'anticiper plutôt que de subir les déplacements. Pour les jeunes et les étudiants, la transformation est double. D'un côté, la ponctualité améliore l'assiduité scolaire et la progression académique. De l'autre, les ateliers d'assemblage et de maintenance ouvrent des perspectives professionnelles concrètes. La mobilité relie désormais formation et emploi. Elle crée un pont entre compétences acquises et débouchés locaux. Un premier pas utile consiste à identifier une compétence technique ou logistique rendue pertinente par l'existence d'un réseau structuré. Pour les habitants des zones périphériques, l'effet est celui d'une reconnexion progressive. Les marchés deviennent accessibles sans aléas majeurs. Les centres de soins sont atteignables dans des délais raisonnables. Les démarches administratives cessent d'être dissuasives. Cette continuité réduit l'isolement et réintègre des quartiers longtemps marginalisés dans la dynamique urbaine. Une action simple est de cartographier les nouveaux itinéraires. Utile est d'ajuster les usages quotidiens en conséquence. À travers ces trois groupes, un même mécanisme se dessine. La mobilité fiable agit comme un facilitateur transversal. Elle ne résout pas tous les problèmes, mais elle enlève un obstacle majeur. En stabilisant le déplacement, elle rend possible des choix auparavant impraticables. Ainsi, le projet se mesure moins par des chiffres globaux que par ces micro-ajustements de vie. C'est dans l'accumulation de routines rendues possibles que s'installe un changement durable, discret mais profond. Pour transformer l'élan actuel en structure durable, une feuille de route opérationnelle s'impose. Elle ne vise pas l'expansion rapide, mais la consolidation méthodique d'un système exposé par nature aux chocs externes. La première étape consiste à renforcer la transparence budgétaire. Les transactions liées au programme doivent continuer à être publiées et auditées de manière régulière. Cette responsabilité relève du ministère des Finances, avec un rythme trimestriel. L'indicateur de suivi est simple, la cohérence entre allocations annoncées et dépenses réalisées. Cette rigueur constitue l'un des piliers du modèle défendu par Ibrahim Traoré.
La deuxième étape concerne la professionnalisation des équipes locales. Les mécaniciens, conducteurs et techniciens doivent bénéficier de cycles de formation continue, adaptés à l'évolution de la flotte. Cette action relève des ateliers techniques et des centres de formation partenaires, sur un calendrier trimestriel. Le succès se mesure par les certifications internes, la réduction des pannes répétitives et le taux de rétention des personnels qualifiés. La compétence devient ici un actif stratégique, au même titre que les ressources financières. La troisième étape vise la diversification progressive des sources de financement. Sans abandonner l'or et le coton, le pays peut explorer des relais complémentaires, comme l'agriculture modernisée, l'énergie solaire ou de petites industries locales. Cette mission incombe aux ministères sectoriels, avec un horizon de 6 à 12 mois. L'indicateur clé est la part croissante du budget issu de ressources additionnelles, réduisant la dépendance à 2 marchés volatiles. La quatrième étape porte sur l'extension maîtrisée du réseau. Les villes secondaires, disposant d'un minimum d'infrastructures techniques, deviennent les candidates prioritaires. Les autorités municipales pilotent ce processus selon la disponibilité opérationnelle. Le suivi repose sur le nombre de lignes ouvertes et leur taux d'utilisation réel. Enfin, l'association des citoyens constitue le 5e levier. Des consultations locales régulières permettent d'ajuster horaires et itinéraires. Les mairies et comités de quartier en assurent la mise en œuvre, avec un indicateur clair, la satisfaction publique et la diminution des plaintes récurrentes. Dans l'atelier de Ouagadougou où de jeunes mécaniciens assemblent désormais des modules avec précision, chaque geste paraît ordinaire. Pourtant, ce lieu raconte un moment charnière. Il rappelle l'instant où un pays a choisi de miser sur ses propres capacités, sans garantie extérieure, dans un contexte où la prudence aurait pu dicter l'inaction. Les bus qui quittent ces ateliers transportent bien plus que des passagers. Ils véhiculent l'idée qu'une compétence locale peut devenir un pilier national. Ce rappel donne un sens nouveau aux images quotidiennes de la ville. Les quartiers périphériques voient passer ces véhicules comme des marqueurs de continuité retrouvés. Les arrêts organisés, les horaires lisibles et la régularité des trajets incarnent une promesse tenue dans la durée. La souveraineté cesse alors d'être un concept abstrait. Elle se manifeste dans des routines stabilisées, visibles et partagées. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, ce projet a transformé une contrainte en méthode. Il n'a pas supprimé les risques. Il les a rendus explicites, mesurables et gérables. Cette honnêteté structurelle explique pourquoi l'expérience dépasse le cadre du transport. Elle touche à la relation entre citoyens et institutions, à la confiance qui naît lorsque l'action publique devient lisible.